Salut! Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo débrief de le road trip dans sa globalité. Je vous emmène avec moi pour vous expliquer un petit peu tout ce que j'avais pris avec moi et un petit peu plus les détails de ce voyage extraordinaire. Premièrement, je tenais à vous remercier pour tous les retours et pour tous les commentaires qu'il y a pu y avoir pendant les 3 petites vidéos que j'ai pu faire. Je me suis vraiment amusé à faire ça et j'ai vu que ça a plu un petit peu à tout le monde, donc je suis plutôt content. Et comme je l'avais promis un petit peu sur Insta et dans les commentaires, je vais essayer de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu le matériel que j'avais pris, les problèmes potentiels que c'est de faire un road trip avec un one wheel, qu'est-ce que j'ai pu rencontrer, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai pas filmé aussi, enfin voilà, expliquer, faire un petit peu tous les petits détails que vous n'avez pas forcément vus en vidéo. Première grosse question, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac à dos pour partir en road trip en one wheel? Alors forcément, c'est pas forcément le bagage parfait ou on va dire absolument ce qu'il faut, mais je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pris et du coup ce qui m'a vraiment servi, ce que j'aurais peut-être pris en trop, etc. Mais je pense honnêtement que mon sac était plutôt bien pacté et que je m'étais assez bien préparé au final, même si j'avais fait ça un peu rapidement. Je trouve que j'avais à peu près tout ce qu'il me fallait finalement dans le sac à dos. Et voilà, du coup j'ai déballé à peu près tout ce que j'avais dans le sac à dos. Lors de mon road trip, j'ai essayé de refaire à peu près exactement le même sac à dos que j'avais quand je suis parti. Et du coup ça donne ça, donc je vais vous montrer un petit peu un à un les équipements que j'avais avec moi. En commençant tout de suite par le sac à dos, vraiment la base on va dire de tout bon road trip, hein, parce qu'il faut un sac à dos qui soit quand même à la fois léger, à la fois solide, à la fois pratique, à la fois qui ait plein de poches différentes, plein d'accessoires, plein de tout ce qu'il faut. Et celui-ci m'a extrêmement bien fait le taf. Donc c'est un Forclaz, c'est la marque de Decathlon, hein. Ce qui était très très bien sur ce sac à dos, c'est vraiment la prise au niveau du dos, parce qu'en fait il est renforcé donc au niveau du dos, ça fait un petit peu comme une dorsale en fait finalement. Et en même temps j'avais du coup ces accroches devant que je venais m'accrocher au niveau de la taille et qui permettaient d'avoir vraiment un poids réparti sur l'ensemble du haut du corps. Donc voilà, ça c'est la première chose. Et à chaque fois j'essaierai de vous mettre du coup les liens en description ou les liens directement pour retrouver les mêmes produits si ça vous intéresse. Alors, ensuite, on va enchaîner sur les protections. Donc, 3 protections. Le casque. Alors, pour le coup, celui-là, c'est pas du tout celui que j'avais pendant le trip. Ça, c'est mon casque de ski que maintenant je réutilise en tant que casque pour le one wheel. Parce qu'en fait, le problème que j'ai eu, vous l'avez peut-être vu pendant le trip, je l'ai pas beaucoup mis le casque, je l'ai mis au début. Mais en fait, j'avais 2 points devant qui me faisaient des grosses douleurs au crâne à force de le porter. Et du coup, j'avoue, j'ai pris la liberté de l'enlever et de garder la casquette. Alors attention, je ne recommande vraiment pas de faire ça. La sécurité en one wheel c'est très 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 important, donc autant bien se protéger et faire attention. Donc vraiment, notamment pour les gens qui débutent ou qui on va dire vont faire des trucs un petit peu extrêmes, le casque les gars, ça vous sauve la vie, il faut vraiment le prendre. Bon, derrière j'étais parti, du coup j'avais les protèges poignets basiques, protège poignets, là c'est des Oxelo, j'avais pas ceux-là mais peu importe. Protège poignet c'est super important parce qu'à tout moment, si jamais tu pars en nosedive, en fait tu vas avoir tendance à glisser. Donc en fait tu vas venir glisser comme en ski et mettre tes poignets en avant. Et vraiment il faut venir glisser sur la protection et ça amortit tous les chocs. Moi il m'est arrivé de tomber à quasiment 40 à l'heure et honnêtement avec
les protège-poignets, le casque et les coudières que je vous présente après, aucun problème. Et ensuite, dernière protection que j'avais sur moi, alors on ne voit pas trop sur les vidéos, mais en fait souvent je les avais sous les vêtements, qui me permettaient deux choses. Donc ça c'est des coudières de G-Form. C'est extrêmement pratique parce qu'elles sont très flex, c'est-à-dire qu'elles ne gênent pas du tout au mouvement du bras, et du coup ça me permet d'être protégé. En plus, vu que moi il faisait un petit peu froid, c'est vrai que le fait d'avoir une petite couche en plus là, ça me permettait d'avoir un peu plus chaud, donc c'était pas mal. Et honnêtement, c'est des protections qui sont, enfin, qui peuvent encaisser du choc, quoi. Ça peut y aller. Par contre, forcément, vous pouvez le voir, là j'ai frotté un peu, et c'est vrai que la protection peut quand même assez vite s'enlever quand tu frottes. Mais honnêtement, je recommande vraiment parce que c'est un vrai plus aussi. Ça permet de vraiment avoir une protection complète quand tu as les coudières, les protège-poignets et le casque. Tu peux rider absolument en sécurité, tranquillement, et tu peux, on va dire, peut-être pousser un petit peu plus tes limites. Et du coup maintenant je vais attaquer la partie avec tout ce qui est matériel pour camper, quand j'ai dû camper, et donc, au final ça m'a servi peut-être que 3-4 fois, mais c'est quand même important de l'avoir et ça m'a bien sauvé la vie. Évidemment, pour commencer, la tente. Donc moi c'était une tente jamais toute simple, le modèle c'est Oural, tu peux mettre juste 2 personnes, hein, ça peut faire 2 personnes. Moi j'avais pris cette tente parce qu'en fait elle est assez légère, pas trop cher, on me l'a vraiment recommandé au niveau qualité-prix, et honnêtement c'est vrai qu'elle est très rapide à monter, très simple à ranger. Honnêtement je pense qu'on peut pas faire plus simple comme tente. Alors certes c'est peut-être pas une tente pour aller dans des endroits en montagne extrêmes, mais moi pour rider uniquement en piste cyclable et sur route, enfin dans des endroits encore assez on va dire habités, ben, c'était quand même très bien et ça m'allait nickel. Ensuite, pour un minimum de confort, j'avais un petit matelas gonflable Forclaz. Alors pareil, ça c'est vraiment tout petit, hein, regarde, ça rentre dans une toute petite pochette et ça me permet d'avoir un petit peu de confort quand même. Bon, seule chose c'est que celui-ci c'est une petite taille, du coup ça me faisait plus léger, donc moi ça me permettait d'avoir quelque chose d'encore plus compact et de plus petit, mais c'est vrai que c'est peut-être un poil limite pour les personnes qui peuvent être un peu grandes. Je vous conseille quand même de prendre du coup le XL si jamais vous en avez besoin. Alors certes c'est pas le matelas le plus comment dire, confortable que vous allez trouver actuellement, mais honnêtement ça fait le job. J'ai pu dormir tranquillement, notamment de côté de Valence. Franchement j'ai très bien dormi, donc voilà, 510 grammes pour 1,80 m. Voilà. Et honnêtement ça fait vraiment le taf. Et ensuite évidemment qui dit camper dit sac de couchage. Alors sac de couchage, celui-ci on me l'a prêté, c'est une amie qui me l'a prêté, et du coup pour le coup pas besoin, en fait j'avais pas besoin d'un sac de couchage on va dire à condition extrême, juste besoin d'un sac de couchage qui me permet d'être on va dire surtout coupé de l'humidité et bien on va dire qu'il fait 10 degrés quoi, entre 0 et 10 degrés, que je sois bien. C'est vrai qu'il y a une nuit notamment, c'est tombé assez bas niveau température, mais au final avec ce sac de couchage, encore une fois c'est du Decathlon Forclaz, c'est ce qui nous permet en fait d'avoir quelque chose de pas trop cher mais qui fait très bien son travail. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a des technologies entre guillemets à ce niveau là qui sont quand même bien développées, donc honnêtement on arrive à faire des choses pas trop chères et qui sont vraiment de bonne qualité. Regardez là ça me pris seulement 1970 grammes pour 1,85 m, et même trop grand pour moi quasiment, qui fait 1,72 m, 70, 72, et voilà. Ok, maintenant on va passer sur la partie un peu plus technique, c'est-à-dire tous les objets qui étaient là sur la partie un peu électronique, et on va commencer tout de suite évidemment par l'objet peut-être le plus important du sac à dos, c'est l'ultrachargeur. Donc voilà, l'ultrachargeur de la GT, c'est vraiment une brique dans l'idée, donc
C'est vraiment, je pense, l'objet quasiment qui devait prendre le plus de place ou le plus lourd dans le sac à dos. Par contre, c'est vrai que il a extrêmement bien servi parce que le fait de pouvoir recharger la GT en 1h30 à peu près de temps, c'est le seul moyen entre guillemets actuellement de faire un road trip décent sans devoir attendre à chaque fois 3 heures ou 4 heures entre chaque recharge. Du coup, c'est vrai que en 1h30, recharger une GT, faire 50 bornes, c'est parfait en fait. Ça marche très très bien. Et honnêtement, ça c'est l'objet obligatoire à avoir dans son sac à dos pour faire un bon road trip. Ensuite, évidemment, je m'étais équipé du fameux gonfleur Xiaomi. Je sais que tous les riders quasiment que je rencontre ont ce gonfleur, on possède quasiment tous ce gonfleur parce qu'il est extrêmement compact, comme vous pouvez le voir, extrêmement pratique. On peut très facilement, voilà, là il est en marche et ensuite on a juste à régler la pression qu'on veut dedans. Donc je sais pas, je me souviens, je crois que c'est dans l'épisode 2, où quand je me suis un petit peu, je suis allé dans un chemin de terre, j'avais dégonflé le pneu, j'avais dit que j'avais oublié le gonfleur, etc. Bon, au final, il était dans le fond du sac à dos bien caché, mais voilà. En fait, c'est un must-have parce que ça te permet de passer dans les chemins de terre, de dégonfler pour passer dans les chemins de terre, et d'ensuite regonfler dès que tu vas reprendre du bitume. Alors moi qui ai l'habitude de rouler très très gonflé, c'est vrai que dès que je passe dans des chemins de terre, je suis quasiment dans l'obligation en fait de dégonfler un peu mon pneu pour un peu mieux passer par-dessus tous les cailloux. Mais honnêtement, ça c'est vraiment aussi un must-have dans le sac à dos parce que ça me permet de complètement être adaptable, on va dire, sur tous les types de terrain. Et voilà. Ensuite, j'avais avec moi une batterie externe. Donc ça, c'est pas le modèle que j'avais sur moi. Moi, j'avais un modèle de LDLC qui m'avait été prêté par mon coloc aussi. Et en fait, ça, c'est aussi un must-have quasiment obligatoire, que ce soit pour ton téléphone, que ce soit pour le gonfleur, que ce soit pour l'appareil photo avec lequel je filme, que ce soit pour la caméra 360. Enfin voilà, quoi. Il m'a servi à absolument tout recharger quand j'avais pas forcément de prise de dispo ou quand ma prise était déjà prise justement et que j'avais peut-être on va dire pas trop l'occasion de recharger sur une prise secteur. Extrêmement pratique, donc voilà, toujours bien à avoir dans le sac à dos. Il y en a des très compactes et des très puissantes, donc maintenant c'est vraiment un must-have. Objet qui peut paraître anodin mais auquel je suis très heureux d'avoir pensé, c'est ce cube multiprise. Alors tout simplement, comment ça se présente? C'est un cube tout bête avec, donc j'ai 3 ports USB que je peux activer et désactiver et donc une prise en plus de chaque côté du cube tout simplement. Alors ça, pour un road trip en one wheel, c'est vraiment un must-have parce que souvent on va trouver une prise secteur. Sauf que, comme j'ai dit précédemment, on va souvent en profiter pour recharger tout le matériel, ou en tout cas remettre une bonne charge dans tout le matériel. Du coup, une prise secteur, j'ai tout de suite 3 prises, plus 3 prises USB, et honnêtement, cette référence est parfaite pour moi en tout cas. J'avais aussi donc cette petite frontale, une frontale de la marque Petzl, c'est ça qu'on dit, je pense que c'est comme ça que ça se prononce. C'est absolument un must-have. Tout simplement parce que c'est un objet qui ne te prend pas de place et qui te permet de gagner en sérénité, notamment quand la lumière commence à descendre et que tu vas te retrouver dans la nuit. Alors oui, c'est peut-être pas un très bon exemple du coup quand je me suis perdu dans la nuit 2-3 fois, mais voilà, faut éviter du coup un petit peu de rider la nuit. Mais voilà, en soi elle peut même beaucoup servir par exemple comme lampe de poche quand tu es dans la tente et du coup tu as besoin, je sais pas, de bouquiner, de regarder un truc ou juste de te mettre un peu de lumière tout simplement la nuit dans la tente. Donc voilà, c'est vraiment un must-have, ça marche super bien. Celle-ci c'est une Petzl et honnêtement elle m'a coûté je crois pas loin de 60 €, mais c'est vraiment un très bon produit et très puissant aussi qui peut vraiment te servir absolument pour tout. Donc must-have, voilà. Ensuite il me fallait évidemment des câbles
donc j'avais toujours les câbles USB-C, mini USB, etc. pour recharger un petit peu tout. Mais ça, bon bah ça vient avec les équipements. Mais à ne pas les oublier, parce que si on les oublie, bah tu peux plus rien recharger, donc c'est un peu bête. Et enfin, pour clore un petit peu la partie technique, c'est tout con, mais voici donc la caméra que j'utilisais pour faire les prises de vue à 360. Donc ça, c'est la fameuse Insta360 One X2. C'est vraiment pour moi un très bon investissement. Je suis très content de cette caméra. Par contre, je me suis donc rendu compte, je pense que vous l'avez vu, même dans les commentaires, j'ai vu que vous l'aviez vu. Malheureusement, elle a pris l'humidité pendant certaines parties du trip, ce qui fait que j'ai des images qui sont quand même un petit peu sales, c'est vrai, je suis désolé pour ça, je m'en suis pas du tout rendu compte pendant que je roulais, mais du coup c'est vrai que j'ai des images un peu sales, et en fait c'était dû aux bulles de protection que j'avais autour, qui ont en fait pris légèrement un petit peu d'eau, et aussi dû à un choc. Il y avait aussi une protection qui avait pris un gros choc, et du coup ça se voit forcément sur la vidéo. Mais bon, je ne suis qu'un amateur, et honnêtement, tant pis, au moins j'ai quand même eu des petites vues un petit peu souvenirs et cool, mais j'y ferai un peu plus attention les prochaines fois. Mais en tout cas je recommande, parce que c'est une caméra qui fonctionne très bien pour faire un petit peu de montage sport, pas trop difficile, honnêtement, ça se prend vite en main. Donc moi je recommande vraiment, en tout cas pour le 360 Insta, ça marche très très bien. Maintenant que je vous ai montré un petit peu tout ce qu'il y avait dans le sac à dos et le matériel que j'ai emporté avec moi, je vais un petit peu faire des réponses rapides par rapport aux questions que vous avez pu me poser dans les commentaires ou bien sur Instagram. Pour commencer, on m'a demandé combien de kilomètres à peu près je faisais par jour. Alors, en sachant que le trip a fait environ 1000 km et qu'il a duré 10 jours, j'ai fait environ 100 km par jour. Alors, c'est pas une donnée extrêmement exacte, mais voilà, c'est à peu près la moyenne que je faisais par jour. En gros, la journée se découpait de la façon où le matin, je partais, je faisais à peu près mon premier trip de 50 km, à peu près. Je coupais le midi, j'en profitais pour recharger pendant que je mangeais ou des choses comme ça. Je repartais, je refaisais à peu près 40-50 km. Et parfois, du coup, je faisais des pauses pour pas me retrouver à sec, en fait. Et du coup, ça faisait que je coupais un petit peu l'après-midi. Donc c'est pour ça qu'en moyenne, je faisais à peu près 100 km par jour. Pour ce qui est du trajet, on va dire, exact que j'ai pu réaliser, je vais vous faire une petite carte qui sera sur le planificateur. Je vous mettrai le lien dans la description ou directement sur la vidéo, et vous pourrez voir un petit peu le tracé un peu plus exact que j'ai fait. Alors il sera peut-être pas exact parce que c'est vrai que je suis passé des fois par des chemins qui n'existent peut-être pas sur ces cartes là, mais je vais essayer de vous faire du coup un maximum de détails sur le chemin que j'ai emprunté. On m'a posé la question aussi si j'avais eu des soucis techniques et quels étaient un petit peu les avantages et les inconvénients de faire un road trip avec un one wheel. Eh ben, il y a pas mal de choses à dire. Est-ce qu'il y a eu des soucis techniques? Et ben finalement, non. En tout cas, aucun souci de type bug ou on va dire autonomie complètement flinguée ou des choses comme ça. Vraiment, la board en elle-même a été extrêmement fiable tout le long. Peut-être une légère baisse, je pense, de l'autonomie sur la fin, mais c'est sans doute dû au fait de recharger tout le temps en hyperchargeur. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour les cellules de la batterie, et c'est normal. Donc j'ai vraiment eu aucun souci technique vraiment difficile à relever finalement. Le plus gros souci technique au final, c'était l'appareil photo qui a bugué à la fin, et c'est tout quoi. Et on va dire que c'est une expérience qui a rien à voir avec tout ce qu'on peut connaître, je pense. Par exemple en vélo, c'est vrai que ils vont avoir souvent des pochettes sur les côtés, etc. Là c'est vraiment la board, le sac à dos, et c'est tout. Et c'est vrai que c'est une expérience, on va dire, où tu renforces en fait ce côté liberté que t'apporte le one wheel, et t'as vraiment un côté où j'ai pas un vélo fait pour le VTT, un vélo fait pour la route. Là j'ai un one wheel, une board, et je passe partout, je vais où je veux. Si j'ai envie de passer par le petit chemin de terre à la con que je vois là-bas,
et bah j'y vais. Ce que je peux pas forcément faire avec un vélo de route. Donc honnêtement, ça par exemple c'est un gros avantage du One Wheel parce qu'en fait voilà, c'est la liberté complète. Moi c'est ça que j'adore vraiment dans cet engin, c'est que je suis libre de mouvement en fait. Et c'est incroyable comme sensation. Maintenant, en termes d'inconvénients, bah forcément, hein, c'est un engin électrique qui a besoin d'être rechargé régulièrement souvent. Donc forcément, bon, bah, on a tendance à assez vite devoir s'arrêter à chaque fois pour recharger, etc. Ça peut être un peu frustrant. Après, avec les GT, maintenant, on arrive quand même à aller assez loin. Et honnêtement, on va dire que l'homme fatigue plus vite que la board. Même si c'est vrai que quelquefois j'aurais voulu vraiment pousser un peu plus loin et que ben, j'étais arrivé au bout de la batterie, donc c'était compliqué. Pour ce qui est de la direction, du GPS et de comment je m'orientais sur le trajet, alors je l'avais déjà expliqué un petit peu dans la vidéo, mais j'utilisais donc l'application qui s'appelle Komoot, qui est une application GPS surtout pour les randonnées, les vélos, etc. Ce qui fait qu'il connaît, on va dire, tous les petits chemins un petit peu plus encastrés dans les forêts, les choses comme ça, ce qui fait qu'on arrive souvent à éviter les gros axes. Alors bon, moi j'ai beaucoup suivi la Via Rona, donc au début c'était beaucoup ça, mais par contre dans le sud c'est vrai que j'ai eu beaucoup de morceaux de route et j'ai eu beaucoup de morceaux un petit peu entre deux où il n'y avait pas de piste cyclable, donc du coup j'ai eu de la route très peu fréquentée, donc ça allait, et des chemins de terre qui étaient vraiment géniaux, comme j'avais pu le montrer dans les vidéos. Est-ce que je vais recommencer ou est-ce que j'ai d'autres idées par la suite? Eh bien la réponse est évidemment oui. J'ai déjà des idées sur ce que je veux faire par la suite. J'ai une bonne idée dans ma tête. Alors forcément, maintenant que j'ai réussi à faire un premier road trip, on va dire que j'ai gagné un petit peu en expérience, même si bon, bah, voilà, ça reste un road trip. Et je sais maintenant aussi comment un petit peu améliorer la qualité du road trip, etc. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est rajouter une espèce de batterie externe que je viendrais mettre devant pour essayer de faire beaucoup plus de kilomètres, on va dire, sur un relais. Donc à voir, mais en tout cas sachez que je me prépare pour l'été prochain et je pense qu'on peut faire quelque chose de très sympa encore une fois et dans un tout autre délire, donc voilà, j'ai vraiment hâte de repartir pour me lancer là-dedans encore une nouvelle fois. Et voilà, ça y est, on a terminé cette aventure, il est donc temps de passer sur la suite. Je vais essayer de vous faire quelques petites vidéos, je pense, de ci de là par rapport au One Wheel, mais plutôt sur un One Wheel plus global, tout simplement. Peut-être faire des petits tutos, des petites choses comme ça, je verrai bien. Je vais continuer à vous faire découvrir cet univers qui est mon univers. Et ça y est, on est arrivé au bout de cette aventure avec le One Wheel. Je vous remercie tous d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.